Tu m'entends, Yann? Et on vous entend bien. Salut Nicolas. Voilà. Salut Yann. On va démarrer, tout le monde est avec nous. Très bien. Alors bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire, le Forum du monde d'après. La prise de conscience écologique est-elle arrivée? Alors bienvenue, nous sommes très nombreux à nous être connectés tous ce matin. Je suis Axel Nourin de Turning Point et je vais vous accompagner pendant ce webinaire. Alors, je vous invite à cliquer en haut de votre écran sur l'affichage galerie afin de voir apparaître sur votre écran tous les intervenants. Et vous allez pouvoir participer à ce webinaire en utilisant les icônes qui se trouvent en bas de votre écran Zoom. Donc, vous avez l'icône Converser, vous pouvez cliquer dessus et une boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez la positionner sur le côté de votre écran et ça vous permettra de réagir au fur et à mesure de la conversation. Et vous pouvez également utiliser l'icône Q&R, questions et réponses. Donc, je vous invite vraiment dans cette icône à poser les questions que vous souhaitez poser aux intervenants pour le temps de questions et réponses qui sera réservé pour cela un petit peu plus tard. Voilà, et je laisse la parole à Michel. Bonjour à tous, je suis Michel Mornay, un des fondateurs de Turning Point. Et au nom de toute notre équipe, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce matin pour notre deuxième forum du monde d'après. Alors, Turning Point, ce sont 200 personnes sur les 5 continents, principalement des coachs, tous passionnés par notre métier, qui est de permettre aux personnes, aux organisations, que ce soit des entreprises, l'administration ou des ONG, de répondre à leur vocation au service du bien commun et au service de la société. Alors, dans ce contexte de crise que nous traversons tous, il a semblé qu'il était de notre mission d'organiser ce forum du monde d'après sous forme de conversation en compagnie d'acteurs majeurs de notre société avec lesquels nous allons construire, reconstruire notre monde. Alors, après l'économie la semaine dernière, aujourd'hui, ce matin, place à l'écologie. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, je suis frappé par ces auteurs qui font un parallèle entre le Covid-19, qui met les personnes qui en sont atteintes sous détresse respiratoire, et ce que subit notre planète depuis plusieurs décennies maintenant. Aujourd'hui, toutes les études dans le contexte de la crise montrent qu'il y a comme un renforcement de la prise de conscience écologique. Alors, le temps est-il venu? Est-ce le grand soir pour cette prise de conscience? Ou est-ce que, à cause des inquiétudes, des incertitudes que nous connaissons tous au niveau économique, social, nous allons retomber dans nos habitudes d'avant, nos habitudes individuelles et collectives d'avant? Alors, je laisse maintenant la parole à Fabienne pour te présenter et introduire nos intervenants. Alors, bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Fabienne Michaille, coach de dirigeants, spécialiste du leadership et très préoccupée aussi par ce monde d'après, ce monde que nous souhaitons. Et j'ai écrit également un livre qui s'appelle « Manager avec son âme » ou « Comment mettre l'humain au cœur des entreprises ». Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Nicolas Hulot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, je me permets de te tutoyer parce qu'en fait entre nous c'est souvent plus simple et on se dit que c'est une conversation. Alors tu as été ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire. Tu es bien sûr, tu as été aussi longtemps journaliste avec des émissions passionnantes Ushuaïa et écrivain. Et alors, au travers de ta fondation, Nicolas Hulot, pour l'homme et la nature, tu œuvres pour sensibiliser toutes les parties prenantes de la société, aussi bien les citoyens, les gouvernements et tout un tas d'organisations, à ces questions environnementales, écologiques et humaines et sociales en particulier. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'accueille aussi Yann Bucaille. Bonjour Yann. Bonjour. Alors Yann, tu es entrepreneur, chef d'entreprise et fondateur des Cafés Joyeux. Donc on aura une discussion, et on l'a souhaité, joyeuse aujourd'hui, même si les sujets sont graves. On porte aussi quelque part cette joie, cette espérance pour ce monde de demain. Alors Yann, il se trouve aussi que tu es un ami de Nicolas. On a découvert ça. Vous habitez pas loin et vous êtes très proches l'un de l'autre. Donc on aura une véritable conversation entre amis aujourd'hui. Donc, les Cafés Joyeux, en fait, tu formes, tu emploies des personnes qui sont atteintes de handicap et particulièrement de handicap ou de troubles cognitifs comme la trisomie 21. Tu veux rendre le handicap visible et favoriser la rencontre en milieu ordinaire.
Tu as inauguré d'ailleurs il n'y a pas longtemps un café joyeux avec le couple présidentiel sur les Champs-Élysées. C'était un grand moment, mais tu nous en parleras. Et voilà, et tu souhaites proposer du travail à toutes les personnes qui sont trop souvent éloignées de l'emploi et qui ont toute la place dans notre société. Alors, pour démarrer, je crois que le temps est venu, je me permets, hein, Nicolas, le temps est venu d'échanger en vérité et en authenticité pour construire ce monde de demain. Et donc, je vais vous poser à tous les deux une question un peu personnelle. Je voudrais savoir, dans ce temps qui a été un temps de pause, un temps de confinement, un temps un peu d'arrêt, comment vous avez vécu ce temps et qu'est-ce que vous avez pu en tirer de bon, de positif, peut-être une prise de conscience, quelque chose d'important et que vous avez envie de développer, quelque chose que vous avez découvert aussi dans ce moment. Alors, peut-être Nicolas, si tu veux commencer. D'abord, je salue tout le monde, à commencer par mon camarade Yann Bucaille. En vous entendant parler de Café Joyeux, je me disais que peut-être qu'il pourrait prendre une initiative qui pourrait s'appeler la Planète Joyeuse pour élargir un tout petit peu son action. Non, alors, comment nous avons vécu cette période de confinement? Je pense avec des sentiments successifs. D'abord, un sentiment quand même de surprise, d'incrédulité, reconnaissant que la rapidité avec laquelle ce virus s'est propagé nous a quand même tous surpris, et l'ampleur des réactions que les États ont dû prendre nous ont surpris, et nous ont surpris aussi une certaine docilité des citoyennes et des citoyens à se soumettre à une privation assez exceptionnelle de liberté. Donc, passé la surprise, il y a le sentiment de l'inquiétude légitime. Est-ce que moi, mes proches, mes amis vont subir les affres de ce virus? Après, de l'inquiétude, quand on se sent à peu près soulagé ou épargné, il y a une forme de consternation de voir les souffrances et les épreuves de celles qui ont été atteintes par le virus. Et puis après, un sentiment d'admiration pour celles et ceux qui n'ont pas hésité à s'exposer pour aller au-devant de ceux qui étaient contaminés. Donc des sentiments intenses successifs. Puis après, une forme d'habitude au confinement, de tout d'un coup se retrouver à signer des demandes d'autorisation de dérogation pour sortir chez soi, qui est quand même un schéma qu'on n'avait pas du tout envisagé, puis pour finir, le faire avec une forme d'automatisme. Puis là, arrive un moment où tout d'un coup la vie s'arrête, le monde s'arrête et on a un peu l'impression que la vie commence parce qu'on découvre, on fait l'expérience de la lenteur, de se ralentir, de prendre le temps pour tout, parce que force est de constater, ce qui est mon cas et peut-être le cas de tout le monde, que même quand on n'a pas forcément d'échéance urgente, on a toujours cette habitude de se précipiter pour tout et d'enchaîner les choses, parfois même les plus futiles. Et cette expérience de la sobriété du temps, de prendre son temps, d'apprécier, d'écouter les autres, mais de les entendre, de parler, d'échanger, de rassembler ses idées pour une fois, me semble-t-il, le numérique a eu ses vertus, prendre le temps d'échanger avec des hommes, des femmes avec lesquels on va toujours à l'essentiel. Cette expérience de l'essentiel, cette expérience du ralentissement, je trouve qu'elle est très vertueuse et quelque part, elle suscite une forme d'interrogation et d'inspiration. Donc voilà, il y a eu curieusement, c'est difficile à dire quand on n'est pas atteint évidemment dans sa chair ou quand on n'est pas menacé forcément tout de suite dans des désarrois sociétaux auxquels beaucoup de citoyens sont confrontés. Mais cette expérience de la pause, elle peut être salutaire et j'aurais préféré d'ailleurs que l'humanité s'impose une pause collective, mais pas d'une manière contrainte et forcée. Mais bon, puisque nous la subissons, eh bien voilà, je termine ce confinement avec mêlé de la crainte et de l'espoir que vous avez bien résumé tout à l'heure. L'espoir, c'est que cette pause soit salutaire, c'est-à-dire qu'elle nous amène à réfléchir sur la raison pour laquelle, en dépit de nos moyens fantastiques, nous sommes arrivés à ce point de fragilité, de vulnérabilité et de dangerosité. Et puis la crainte que, comme vous le dites, de nouveau, l'amnésie collective s'empare de nous et que nous gommions ça en essayant de repartir comme avant, sachant que qu'est-ce qu'on met derrière le mot comme avant? Est-ce que justement repartir comme avant, c'est repartir dans un monde incertain, dans un monde qui pille, dans un monde qui concentre, dans un monde qui détruit, dans un monde où on ne voit pas les invisibles,
dans un monde où on ne donne pas de gratitude et de reconnaissance à l'essentiel, c'est peut-être pas ce monde-là justement dont on a envie. Merci Nicolas. Je me tourne vers toi, Yann. Comment as-tu vécu, toi, pour ta part, cette période? Quelles sont peut-être les prises de conscience que tu as pu faire aussi personnellement? Je crois que tu venais d'ouvrir le magasin des champs et tout d'un coup, tout s'arrête. Comment tu as vécu ça? Oui, oui, c'est effectivement un peu brutal. Comme l'a dit Nicolas, c'est une pause forcée. Qui dit forcée dit qu'on l'a subi. Moi, je ne l'ai forcément pas choisi. Et d'autant moins que à peine 5 jours avant le début du confinement, on était en train effectivement d'inaugurer ce méga café joyeux en haut de la plus belle avenue du monde. Et pour nous, c'était peut-être un moment, même certainement un moment très beau, qu'on avait vécu presque comme un aboutissement, qui était un peu une partie de la mission des Cafés Joyeux, c'est-à-dire de remettre la fragilité au devant de la scène. Et là, on était au sommet, on était au plus haut, dans le cœur de l'action. Une action qui est parfois effectivement un peu étonnante parce que c'est un peu le centre du consumérisme, de l'activité, les plus grandes entreprises, voilà, le plus bel endroit de Paris aussi. Et en fait, on était un peu comme si, d'ailleurs, on trouvait que le symbole d'être à peine 100 mètres de l'Arc de Triomphe, parce que ce grand café joyeux qui fait plus de 200 mètres carrés, et le premier restaurant quand on sort du métro Charles de Gaulle, sur le bon côté du trottoir, le bon côté de l'avenue des Champs, c'est-à-dire à droite quand on monte. Premier restaurant, un café joyeux avec 19 équipiers joyeux recrutés pour l'occasion, tous autistes et trisomiques ou avec des troubles cognitifs. Et oui, c'était une victoire. Tout proche de cet arc de triomphe. Et donc, 5 jours après, on s'est retrouvé un peu sous une espèce de choc. C'était aussi une victoire parce que, comme tu l'as dit, Fabienne, on avait pu recevoir le couple présidentiel et puis Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées pour l'occasion. Donc, c'était une grande joie de pouvoir mélanger les personnalités les plus importantes de ce pays avec des personnes qui ont trop souvent été mises à l'écart et à cause de leur fragilité ou de leur différence. Et donc, on était plus que joyeux. On avait l'impression, effectivement, d'avoir été au bout en tout cas, une grande étape de notre mission. Et on ne pouvait pas imaginer que 5 jours plus tard, il fallait annoncer la fermeture des restaurants. Et donc, oui, un choc. Moi, personnellement, je ne l'ai pas très bien vécu au début. Plutôt à beaucoup travaillé sur moi pour accepter cette pause forcée, pour reprendre le terme de Nicolas. Et puis, c'était un beau travail, enfin, en tout cas, un travail pas inutile, peut-être d'abandon, de renoncement. Un travail où moi, qui trouve plutôt mon équilibre dans l'action ou dans la rencontre ou dans la relation avec les autres, se retrouver confiné chez soi, eh bien, ça a été l'occasion peut-être de poursuivre peut-être le travail de toute une vie pour chacun, qui est la recherche de sa liberté intérieure. Et pour ça, pour moi, ça n'a pas été négatif, sans parler du fait que c'était aussi l'occasion de vivre des moments en famille très forts. J'ai pu partager des moments que je n'aurais peut-être pas vécu dans ma vie, notamment avec mon fils aîné, avec mes enfants, avec mon épouse. Donc, oui, c'est très positif sur le plan familial. Sur le plan des cafés joyeux, c'est un coup dur. On a passé beaucoup de temps à rassurer les équipiers joyeux en leur disant qu'on allait reprendre. Et surtout, on leur a expliqué que même si on avait retiré le moteur de la fusée au moment où elle décollait, eh bien, on allait repartir pour peut-être un nouveau décollage, avec toujours cette mission de montrer que la fragilité a toute sa place. C'est essentiel dans une planète qui va trop vite, surtout avec des équipiers joyeux qui, pour reprendre ce que disait Nicolas, qui ont pour caractéristique justement d'être une éloge à la lenteur. Ils valorisent le temps beaucoup plus que d'autres ne le font. Et donc,
si tu veux, ça a été, je pense, peut-être salvateur aussi. D'un côté, l'acceptation, l'abandon peut-être à la providence, et en même temps, la volonté de revenir encore plus fort, en espérant que, bien sûr, on sera capable de tirer les leçons de cet ultimatum. Ok. Merci beaucoup Yann de ce partage. Alors, ce que je propose maintenant, parce que vous nous écoutez et on est là vraiment pour se dire, mais tout le monde a sa place pour construire ce monde de demain et cette planète et notre humanité a besoin de chacun de nous. J'ai envie de vous poser cette question. On va passer par Axel va nous présenter maintenant comment on va pouvoir réagir. J'aimerais vous poser cette question. Quelle a été votre prise de conscience essentielle pendant ce temps de confinement, ce temps de pause? Donc Yann et Nicolas nous ont partagé leur prise de conscience. Quelle a été la vôtre? Alors, comment fait-on, Axel? Oui, alors je vous invite à aller sur Internet, soit sur votre ordinateur ou en prenant votre smartphone et taper menti.com, menti.com. On va vous demander un code d'accès qui est le 33 18 54 qui est affiché à l'écran. Donc menti.com, ensuite le code d'accès 33 18 54. Et donc là, vous pouvez répondre à la question. Et pour vous, quelle a été votre prise de conscience essentielle? Voilà, Fabienne, les mots commencent à arriver. Alors, le monde est interconnecté, oui. Importance de ralentir. Besoin de contact, recouvert du temps, sens du travail. Du vélo, il faut changer. Oui. Ralentir, je sens que le mot ralentir et fragilité sont des éléments qui reviennent particulièrement. Vulnérabilité, famille, c'est un temps où on s'est aussi recentré sur notre famille. Alors pour ceux qui pouvaient le faire, parce que certains d'entre nous aussi ont vécu ce temps seul et isolé, et on ne les oublie pas. La vulnérabilité, oui. C'est une opportunité. C'est vrai que c'est aussi une opportunité. Tous les temps de crise sont aussi des temps de choix. Hein. C'est l'étymologie du mot crise, krinéo en grec. C'est aussi des temps de réflexion, de choix, de positionnement. C'est des moments qui nous permettent de nous positionner. Mais oui, ce que je remarque particulièrement, c'est cette question de ralentir, de prendre son temps. À la famille, c'est peut-être ce qui ressort le plus. On s'est aussi préoccupé de nos proches, on a eu peur, on a tremblé pour nos proches, pour nous-mêmes peut-être aussi. Réflexion. Nature, oui quand même, nature. On a pensé à la nature. Merci beaucoup pour tous vos inputs, tout ce que vous nous apportez. On se rend compte que voilà, vous partagez en fait beaucoup de ce que nous partageons et ça va me permettre d'enchaîner sur la question suivante que je vais poser à Nicolas. Nicolas, tu l'as dit et tu l'avais dit même au début de la crise quand tu étais interrogé sur BFM TV. En fait, c'est vrai que dans cette crise, on se rend compte en fait qu'il y a un passage de cap pour l'humanité qui est confronté à sa vulnérabilité et à ses limites. Et donc, cette vulnérabilité, cette limite, elle nous a sauté à la figure quelque part et elle a certainement favorisé beaucoup de prise de conscience sur des changements nécessaires. Alors, quelles sont, selon toi, à la fois cette importance de la limite, de la vulnérabilité et ces changements nécessaires? J'ai vu dans le panel de mots là, que vous avez fait défiler, il y en a un qui est passé assez vite, mais c'est bien que quelqu'un l'ait mentionné, c'est le mot sens. Je pense que ce que l'on comprend si on essaie de faire un diagnostic un peu accessible du petit dénominateur commun de toutes les difficultés qui se cumulent, nous sommes dans une crise de sens, une profonde crise de sens. On est dans ce paradoxe qui est très bien illustré par deux formules qui ne sont pas de moi, mais qui sont tellement magnifiques que je n'hésite pas à vous les donner. D'abord, celle d'Einstein qui disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et celle plus récente d'Edgar Morin qui dit « Nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants ».
Et je pense que le moment qu'on vit met cela en exergue, met ça à nu. Nous ne sommes pas, comment dire, victimes d'un déficit de moyens. Nous sommes victimes du fait que, au fur et à mesure de cette avancée technologique, qui quelque part a échappé un peu à notre humanité, nous avons perdu la notion du sens, à tous les sens du terme d'ailleurs. Nous ne savons plus vraiment où nous allons, pourquoi nous y allons et comment nous y allons, et surtout, pouvons-nous y aller? Y a-t-il un débouché à la trajectoire dans laquelle nous étions happés comme dans un fleuve en crue? Alors oui, tout cela nous a d'abord confrontés à notre vulnérabilité. Pour reprendre la métaphore que j'ai vu circuler dans les journaux, un tout petit organisme, même pas visible à l'œil nu, ait réussi à mettre à genoux la moitié de l'humanité, c'est quand même une leçon d'humilité, j'allais dire. Voilà. Et je pense aussi que c'est un mot qu'il faut garder à l'esprit parce que je pense que nous sortons d'une ère de grande vanité. Je veux dire, quand Jean Rostand disait « la science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes », ça nous montre effectivement, ça nous confronte à la fois à notre puissance mais à notre vulnérabilité. Donc si déjà on peut en prendre acte, comprendre que nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons faire de grandes choses, nous avons commis de grandes choses et j'espère que demain nous allons commettre de grandes choses, mais notre génie a aussi ses limites et il ne peut pas s'extraire d'un certain nombre de règles universelles et de règles notamment que la nature nous impose. Et une règle basique, c'est que nous devons évidemment concilier nos besoins avec ce que la nature peut nous fournir. Et donc, tout d'un coup, cette crise a mis en évidence que si nous ne mettions pas en harmonie nos aspirations avec les facultés de la nature, évidemment, à un moment, on est à un point de rupture. C'est-à-dire que si on a un modèle qui épuise nos ressources, qui ne se reconstitue pas pour la plupart d'entre elles dans un temps court, évidemment, les mathématiques font qu'on passe par un optimum et après, c'est le déclin. Donc, un modèle, pour reprendre la phrase d'un économiste américain qui est basé sur une croissance infinie de ressources finies, ne peut pas tenir. Mais en même temps, on s'est surtout rendu compte aussi que la vie était un tout. D'abord, on s'est rendu compte de la fragilité de la vie, à tous les sens du terme. On s'est rendu compte de sa complexité, de sa sophistication. Et on s'est rendu compte à cette expérience que, pour reprendre aussi la métaphore du papillon, voilà, c'est que quand il y a une impulsion quelque part, un battement d'aile de papillon quelque part, il peut y avoir un ouragan à l'autre extrémité du monde. Donc que tout est lié et qu'on ne peut pas nous s'exclure, nous les hommes, aussi brillants soyons-nous, de toute une matrice du vivant. Et cette relation très documentée de cause à effet entre la destruction de la nature et les épidémies ou même la pandémie que nous venons de subir, elle était déjà documentée pour le SRAS, elle était déjà documentée pour d'autres pandémies. Et on voit bien que tout est lié. Tout est lié, par exemple, là, pendant qu'on parle, les agences sanitaires viennent de nous alerter du retour du moustique tigre dans nos territoires. Le moustique tigre, comme vous le savez, propage la dengue, le chikungunya. Et normalement, la zone d'expansion du moustique tigre, elle est cantonnée par ce qu'on appelle des barrières thermiques. Et quand vous avez, dû au changement climatique, des élévations de température, eh bien, ça déplace ces barrières thermiques. Donc, c'est ce que vous évoquiez les uns et les autres, cette interconnexion, cette interdépendance, qui est à la fois, comment dire, un peu effrayante, mais en même temps qui nous confronte justement à notre communauté de destin. Et là aussi, ce qui était intéressant, mais c'est lourd payé dans cette expérience, c'est que tout d'un coup, au-delà de nos positionnements géographiques, de nos statuts économiques, sociaux, tout le monde était confronté à la même menace. Et en réalité, c'est cette conscience-là qu'il faut que l'on ait. C'est que, en fait, nous sommes une famille confrontée au même destin, issue d'une même communauté, et notre destin est commun. Et cette confrontation à la vulnérabilité, elle doit aussi nous faire prendre conscience que probablement l'hypertrophie de la technologie nous a fait perdre. C'est que, sans faire de prosélytisme, la vie tient du miracle. Et un miracle, ça ne se répète pas tous les jours.
J'avais un ami mathématicien qui un jour, pour m'expliquer facilement des choses incompréhensibles, me disait, tu sais, la combinaison de paramètres pour que la vie ait pu trouver son chemin sur Terre, elle est aussi improbable que si tu avais une boîte avec des lettres d'imprimerie, que tu la fasses tomber par terre et que tu aies l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui s'inscrive sous tes yeux. Voilà, et il suffit, ça tient à rien. On vient de se rendre compte qu'on a au-dessus de la tête une toute petite pellicule qu'on appelle l'atmosphère qui fait quelques dizaines de milliers de mètres d'épaisseur, et sous les pieds une petite couche d'humus qui fait quelques centimètres d'épaisseur. Si on compromet ces deux protections, la vie, en tout cas, peut en être sacrément modifiée, et on voit bien dans cet exercice de la pandémie que nous ne sommes pas l'espèce la plus résistante et la plus résiliente. Donc voilà, leçon d'humilité, mais une leçon ne doit pas nous vexer. Voilà, comme dit Mandela, chaque leçon, on apprend. Et bien là, apprenons, et puis de cet apprentissage, essayons justement d'en tirer des enseignements. Vous l'avez dit, le mot crise dans beaucoup de langues en grec, mais ça vaut en Chine aussi, porte deux significations et ça peut être une opportunité. On aurait pu se passer de cette crise pour saisir cette opportunité, parce que autant le coronavirus, on ne l'a pas vu venir, autant il y a des crises qui sont en gestation, qui sont parfaitement documentées, avec des conséquences qui seront malheureusement beaucoup plus importantes que celles du corona. Et donc, pourrons-nous justement enfin anticiper à la hauteur et à la mesure des menaces et à la mesure des opportunités. Merci beaucoup. En fait, on se rend compte qu'on va en parler d'ailleurs dans les questions qui vont suivre, de justement qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les pistes d'action, parce que c'est important d'agir. Mais le temps de la prise de conscience est nécessaire. Tu l'as dit, Nicolas, en fait, c'est vrai que cette prise de conscience de la limite, de la vulnérabilité, elle est essentielle. Moi, je pense qu'elle est essentielle. Elle nous apprend beaucoup. On ne peut pas en faire l'économie. Je me tourne vers toi, Yann, parce que je sais que toi, depuis longtemps, tu as fait l'expérience d'être enrichi par ces personnes que l'on dit plus fragiles et plus vulnérables. D'ailleurs, dans cette crise, en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous vulnérables, quelque part. Donc, on n'est pas particulièrement privilégiés. On est tous fragiles. Et en même temps, ces personnes qu'on a jusque-là classées comme très, très vulnérables, on a eu tendance à les mettre de côté. Alors, j'ai envie de te poser la question. Toi, tu travailles avec ces personnes en handicap, en trisomie 21, autisme. Et pourtant, tu as beaucoup appris avec eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et qu'est-ce qu'on peut recevoir d'elles, particulièrement dans ce temps de crise? J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Nicolas sur l'humilité. Et quelque part, cette crise, c'est une leçon d'humilité, au même titre que prendre conscience de notre vulnérabilité à tous, c'est une leçon d'humilité. Quand on parlait de l'inauguration de notre café Joyeux Champs-Élysées, où effectivement on se sentait, nous, très forts d'avoir accompli ce projet. Et je me souviens, donc j'avais l'occasion de dire un petit mot devant le président de la République pour l'accueillir, puisqu'il nous a fait l'honneur de sa visite et de sa présence. Et en fait, je ne savais pas tellement quoi dire. Le seul mot qui m'était venu à l'esprit à ce moment-là, c'est que puisqu'on était déjà en début de questionnement par rapport à ce tout petit microbe dont parle Nicolas, d'ailleurs un microbe c'est quand même incroyable quand on se dit qu'on est humilité parce que arrogance aussi. Hein. On est quand même dans un monde où encore maintenant, alors je pense qu'on en parle peut-être un petit peu moins maintenant, mais on a beaucoup de courants de pensée qui vont vers l'homme augmenté, vers on va essayer de créer un homme éternel, faire en sorte que l'homme puisse rester, enfin ne pas mourir avec tout ce qui est data et intelligence artificielle. On se dit effectivement quelle arrogance quand on voit qu'un petit microbe comme ça fait que tout s'arrête. Et donc juste pour revenir à ça, le seul mot qui m'était venu en tête, c'était que grâce, alors dur de dire grâce, mais en tout cas avec ce virus, on prend tous, et le monde entier prend conscience de la fragilité de la nature humaine. Et le monde entier prend conscience de la beauté de la nature humaine, justement parce qu'elle est fragile. Et je pense que quand on prend conscience de sa vulnérabilité, on prend conscience à quel point, finalement, la vie est belle,
et je souscris complètement à ce que dit Nicolas. Je ne le dirais pas avec des mots meilleurs, puisque effectivement, il y a une dimension miraculeuse dans la vie. Et donc, prenons soin de la vie. La vie, c'est effectivement la nature, mais ce sont les personnes. C'est Martin Luther King qui disait qu'on doit passer d'une société centrée sur les choses à une société centrée sur les personnes, et les personnes fragiles. Alors, je pense qu'il y a un effet, positif à travailler avec des personnes avec handicap mental, parce qu'elles nous, effectivement, remettent, comme tu le dis, Fabienne, devant nos réalités et devant notre propre fragilité à nous. Je me souviens, quand on a ouvert le premier Café Joyeux à Rennes, c'est déjà il y a 3 ans, on avait fait une réunion avec tous les parents et les éducateurs ou les accompagnateurs et tous les collaborateurs, les équipiers joyeux tout fraîchement recrutés. Et je me souviens de cette équipière avec autisme qui, au moment où on faisait un tour de table pour se présenter, elle s'appelle Lucie, et elle dit, mais on parle beaucoup de handicap, parce que les parents peut-être insistaient beaucoup sur la fragilité ou la différence de leurs enfants quand on faisait le tour de table. Et Lucie disant, mais en fait, on parle de handicap, mais on est tous handicapés. Et finalement, est-ce que le handicap, c'est pas notre façon de voir les gens en les mettant à l'écart, peut-être notre refus de les accepter tels qu'ils sont, peut-être même notre façon de les rejeter parce qu'ils sont différents. Et je pense que cette crise a quelque chose de très beau, parce qu'elle nous fait prendre conscience que de façon assez arbitraire, certains sont touchés par le virus, d'autres pas, et on voit une solidarité qui se fédère autour de ça. C'est très beau. C'est Mère Teresa qui disait, on est moins vulnérable quand on se soucie de la vulnérabilité des autres. Dès l'instant où on se tourne vers l'autre parce qu'il est plus fragile, non seulement on prend conscience de sa fragilité, parce qu'effectivement, on a aussi des difficultés à accepter la différence, et en même temps, je pense qu'on se sent plus fort dans le sens noble du terme. Voilà, donc oui, la mission des Cafés Joyeux, c'est d'essayer de changer le regard sur la différence, mais c'est avant tout de se transformer soi-même au contact qui porte quelque chose, quelque part, de plus puissant, quelque chose d'essentiel que le monde ordinaire qui est totalement axé sur la performance, sur la rapidité, sur le résultat, ne porte pas. J'espère que cette crise apportera quelque chose pour cela. Merci Yann. C'est très important. Je me permets juste de rajouter dans les remarques que vous faites, où je suis complètement alignée, c'est qu'en fait, j'essaye dans l'accompagnement de dirigeants de leur faire comprendre que quand ils reconnaissent leur propre vulnérabilité, leur propre fragilité, et le fait qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, ils sont libérateurs. On peut associer la vulnérabilité à la liberté, parce que d'abord, c'est libérant pour eux, ils sont plus contraints de correspondre à des schémas, notamment de performance, de tout savoir, de tout maîtriser, de tout contrôler, et surtout, ils permettent à tous leurs collaborateurs d'être eux-mêmes. Et donc, c'est très, très libérant. Donc, il y a ce côté libérant. Je vais passer la parole à Michel, qui va peut-être nous faire remonter des questions. Michel. Alors, chez nos participants, beaucoup d'échos qui rejoignent ce que vous êtes en train de dire, et en même temps une préoccupation autour de ceci. La prise de conscience écologique est-elle assez forte pour réinventer le système économique? Et aussi, même thème, le sauf-qui-peut économique qui s'annonce, va-t-il laisser de côté la préoccupation écologique? Vous voyez, c'est autour de cette tension. Nicolas, peut-être? On ne peut pas y répondre catégoriquement. Les cartes ne sont pas encore jetées. Rien n'est inscrit, rien n'est définitif, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer en termes psychologiques. Pour qu'on tire des enseignements et qu'on reparte sur une matrice différente, il faut quand même une sorte d'apaisement des esprits. Et donc, ça va dépendre aussi du contexte social, du contexte sociétal, etc. La prise de conscience écologique, alors encore une fois, les mots sont très importants, parce que
quand on parle d'écologie, on pense tout de suite à un mot qui est environnement, et le mot environnement, il est quelque part très réducteur parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est autour de nous, mais pas. Voilà. Donc, pour moi, la crise écologique, elle englobe une crise beaucoup plus profonde. Et je le dis souvent, la crise sanitaire n'est que l'avatar d'une crise systémique et que c'est important de s'en rendre compte. Et derrière cette crise systémique, il y a une crise effectivement de l'excès parce qu'on a été trop loin dans tout et on ne s'est pas fixé de limites, trop loin dans la cupidité, trop loin dans la destruction. Voilà. Bref, elle est là, elle chemine. Elle chemine depuis la COP21, bien avant la COP21, mais quelque part, cette prise de conscience, on s'en est juste satisfait, mais elle n'a pas été traduite en actes. Il y a un fossé immense entre les mots et les actes. Alors, est-ce que justement cette crise-là va combler le fossé entre les mots et les actes? Je ne sais pas. Je me dis en tout cas que si elle ne sert pas à nous changer d'échelle, j'ai toujours dit qu'il y a un principe immuable, c'est le principe de réalité. Vous pouvez lui tourner le dos, la réalité, elle est là. Là, on vient de se prendre un événement. Est-ce qu'on l'avait vu venir sous cette forme-là? Non, mais enfin, en même temps, quand on a eu le SRAS, pour ne parler que de cette pandémie, ou d'autres Covid précédemment, on espère toujours que ça ne se reproduira pas et que c'est un mauvais moment. Je pense quand même que là, la leçon, elle est magistrale parce qu'il n'y a pas d'équivalent en termes de choc. Et j'ai vu venir vers moi des hommes, des femmes de tout horizon politique, sociétaux, quand même, qui ont été bien ébranlés et qui font, pour certains, acte d'humilité, en tout cas, se dire oui, là, il y a quelque chose qu'on ne peut plus reproduire, on a atteint les limites et tirons-en des conclusions. La seule chose, c'est que on a devant nous un exercice très compliqué de combiner deux urgences qui ne peuvent pas se faire d'ombre. Mais une première urgence qui est palpable et donc qui est plus prégnante, qui est l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Beaucoup de gens, pendant qu'on parle, se demandent ce qu'ils vont faire de leurs enfants, vont-ils pouvoir, y compris payer les factures de l'énergie, leur donner à manger comme avant. Voilà, des choses qui, évidemment, sont totalement légitimes et pour lesquelles les autres préoccupations peuvent sembler totalement hors sol. Mais il y a une deuxième urgence qui est la responsabilité des gens qui ont la tête hors de l'eau, qui est l'urgence justement de tracer un horizon commun qui tienne compte des paramètres du XXIe siècle et non pas des paramètres du XXe siècle. Parce que les décisions, les choix, les investissements, les objectifs qu'on va se fixer maintenant vont être déterminants. C'est-à-dire que certains pensent qu'on est déjà dans une irréversibilité de phénomènes, c'est-à-dire que c'est les fameux adeptes de la théorie de l'effondrement. Moi, je pense que non, on n'en est pas là. Mais si on s'entête, à un moment ou à un autre, oui, on voit bien que les choses peuvent nous échapper. Là, déjà, on a été confronté à notre insignifiance parce qu'on était dépassé sur tous les fronts. On a bien vu les atermoiements politiques ici et ailleurs, et je ne leur en veux pas parce qu'on était pris, on était totalement démunis, les scientifiques eux-mêmes étaient démunis. Voilà. Bon. Donc la prise de conscience est là, mais ça ne suffit plus. Voilà. Ça ne suffit plus, c'est-à-dire que maintenant, il faut mettre en face des outils qui soient à la hauteur et des révisions qui soient à la hauteur des enjeux. Et on ne sortira pas d'une situation extraordinaire avec des mesures ordinaires. Voilà. Alors, on ne peut pas faire une révolution brutale du jour au lendemain sans conséquences sociales. D'abord, on n'a pas une vision claire du modèle abouti qui pourrait se substituer au modèle précédent, mais on peut définir un cap. Et ce cap, et pour moi, la méthode va être très importante, parce que c'est de méthode dont on va avoir besoin, d'objectifs et de méthodes. Et une méthode, ça veut dire qu'il faut de la prévisibilité, il faut définir quels sont les absolus prioritaires, encore une fois, en fonction des contraintes d'aujourd'hui. Il faut de l'irréversibilité, donc de mon point de vue, une fois qu'on aura défini les objectifs, idéalement, il faudrait les fixer dans la loi, je dirais même peut-être dans la Constitution, pour ne parler que de notre pays. Et après, il faut de la progressivité. La progressivité, ça veut dire qu'il faut identifier les mutations et ceux qui risquent d'être pénalisés par ces mutations, les accompagner, générer de la formation, et puis abonder évidemment, notamment économiquement, dans tout ce qu'il va falloir développer, parce qu'on va avoir notamment un nouveau modèle industriel, on va avoir de l'économie qui va se développer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne demande pas aux gens de, je dis n'importe quoi, de chez Total, de fermer la porte demain matin des raffineries ou des centrales thermiques. Ça ne se fait pas comme ça.
Mais ça se programme. On peut changer de modèle agricole en 10 ans, totalement. Il y a des choses qui sont plus complexes, mais je prends juste cet exemple parce que c'est un cas d'école. On y arrivera à changer ce modèle dans un cercle vertueux. Comment? On a 50 milliards d'euros de budget européen pour la politique agricole commune. Donc déjà, de l'argent, on n'en manque pas. Deuxièmement, si on prend en compte ce qu'on appelle les externalités négatives de notre politique agricole commune en termes environnementaux, en termes sanitaires, ce sont d'autres dizaines de milliards d'euros qu'on mettra plutôt en amont qu'on les mettra en aval. Troisièmement, il y a une demande sociétale très forte pour des produits de qualité et de proximité. L'agriculture, les produits issus de l'agriculture biologique, c'est un des rares secteurs économiques qui a une croissance à 2 chiffres. Quatrièmement, on a besoin de nos agriculteurs pour comment dire, participer à la transition énergétique. Produire du biogaz, produire du photovoltaïque, pouvoir mettre des éoliennes dans leurs champs. Et on a besoin d'eux pour stocker du carbone dans des pratiques agricoles qui permettent de stocker du carbone et aussi de protéger la biodiversité en cessant de la logique du remembrement. Tout ça, ça doit se rémunérer. Donc on peut diversifier leurs revenus. Et donc si en plus on accompagne ça d'un soutien de l'État à ce qu'on appelle la restauration collective, 5 milliards de repas par an, avec petit à petit une obligation que cette restauration collective s'alimente à ces produits-là. On peut créer ce cercle vertueux en disant, mais vous voyez bien, il faut que ce cercle vertueux, il faut de la planification, il faut des objectifs, il faut que les aides soient conditionnées. Actuellement, la planche à billets tourne allègrement, mais si c'est sans contrepartie, c'est le modèle d'avant qui va repartir. S'il est conditionné à des contreparties programmées avec, encore une fois, une progressivité, on ne peut pas demander à Air France demain matin de supprimer tous ses vols intérieurs. Bien entendu, j'ai conscience de ça. Mais c'est cette prévisibilité qui fait tant défaut à nos sociétés depuis si longtemps qu'il va falloir mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre, il faut adapter, mais nos démocraties à la précipitation du temps et à ces enjeux du long terme. Donc, parce que l'exercice du pouvoir aujourd'hui se fait toujours dans la précipitation, parce qu'on est comme ça, on est dans un tempo médiatique, un tempo d'urgence permanente, et il y a une espèce d'incapacité presque chronique à pouvoir faire de la planification. On en faisait autrefois, il y avait un commissariat au plan, tout ça est fini. Donc, on est dans ce réactif, et ce réactif, à un moment ou à un autre, ça se termine mal. Donc là, il va falloir probablement, dans notre démocratie, qu'il y ait un lieu apaisé, documenté, avec toutes les parties prenantes pour planifier l'avenir, y compris avec la société civile. Alors, merci Nicolas. Justement, à propos de la société civile, beaucoup de nos participants, visiblement, appartiennent au monde de l'entreprise. Une question peut-être pour Yann, vous qui êtes aussi entrepreneur et chef d'entreprise, comment changer au niveau d'une entreprise? Comment concrètement changer quand on est un entrepreneur, quand on travaille dans une entreprise? J'ai envie de vous répondre spontanément. Déjà, apprenons à chacun se changer soi-même, c'est-à-dire qu'à chacun se transformer soi-même. C'est tout cet exercice dont je parlais qui est au départ pour moi une forme de lâcher prise, d'abandon, et puis ensuite d'essayer de prendre les choses une par une. Petites choses peuvent peut-être changer le monde. C'est sûr que je n'ai pas autant de recul et de vision macro que Nicolas. C'est compliqué après de dire, mais je pense que des petites actions peuvent transformer le monde, y compris dans des grandes ou des petites PME. Et en fait, c'est sûr que l'aspect de l'inclusion, qui est un thème qu'on connaît bien, nous permet de nous transformer, nous les entrepreneurs, parce que effectivement nous font prendre conscience, comme on le disait tout à l'heure, de la beauté de la vie et de la fragilité de la vie, et donc peut-être de l'importance de ne pas aller trop vite. Après, il y a effectivement des actions qui peuvent être liées à
tant à l'environnement qu'à l'écologie intégrale, j'ai envie de dire, humaine, dans le respect, le souci permanent du service et de l'autre, avec ses défauts et ses limites. Parce que si on attend, nous, chefs d'entreprise, d'être parfaits pour changer le monde, on ne le changera pas. Et je pense que les entrepreneurs ont aussi des limites, ils doivent composer. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Nicolas en disant quelle chance on a aujourd'hui de se dire que notre combat, il est commun à tous. On a le même ennemi, ce microbe, on peut l'appeler comme ça, ou la protection de la planète de façon plus globale, mais c'est le même ennemi à tous. Quand on sait qu'on sort de plus de 100 ans de guerre où les peuples se sont battus les uns les autres, il y a encore malheureusement trop de conflits, mais quand on sait que les dernières guerres ont fait des dizaines et des dizaines de millions de victimes parce que les peuples se sont battus les uns contre les autres, aujourd'hui on a un combat commun. C'est ça qui est fantastique. C'est que je pense que ce qui va ressortir et ce qui doit ressortir, c'est encore plus de solidarité. Le chef d'entreprise, s'il veut trouver, à mon avis, des actions, c'est les meilleures actions qu'il trouvera, elles doivent venir de son cœur en se disant je prends des décisions non pas en fonction d'intérêts particuliers, mais plutôt en fonction de l'intérêt général de mes équipes, de mon entreprise, de mes partenaires, de mes clients, comme de mes fournisseurs, avec évidemment des difficultés. C'est jamais parfait, comme je le disais. Ouais, cette prise en compte de l'écosystème, c'est tous les dirigeants, les clients que nous accompagnons, c'est vraiment dans cet ordre d'idées que nous le faisons actuellement. Merci Yann. Fabienne, je te relaisse la parole pour la suite de notre échange. Ok, merci Michel. Et on attend, continuez d'envoyer vos questions là qui sont très nombreuses sur le fil de discussion. Voilà, et moi je vais peut-être laisser la parole à Axel pour nous dire quelques réactions, parce que je vois que vous avez pas mal réagi sur le fil de conversation. Axel, est-ce que tu pourrais nous donner quelques-unes des réactions des personnes qui nous écoutent? Oui, Fabienne, beaucoup de remerciements pour Nicolas et pour Yann pour leur témoignage. Beaucoup de gens très touchés. Oui, tout à fait d'accord. On a le même ennemi. La prise de conscience. Voilà, tout tourne beaucoup autour de ces sujets-là, Fabienne. Ok, merci Axel. Donc c'est vrai que le temps est venu de tous construire ce futur plus désirable. Du coup, je reviens vers toi, Nicolas, en me disant, alors là, je reprends une phrase de Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, qui a dit « Utilisons la reprise après la pandémie pour jeter les bases d'un monde sûr, sain, inclusif et plus résilient pour tous ». Je sais que tu as publié les 100 principes hier. Tu as été invité dans pas mal de lieux pour pouvoir les partager. Tu as réfléchi notamment en regroupant 5 thématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ces axes sur lesquels on peut travailler pour construire ce futur? Ils sont nombreux. Il y a d'abord probablement un acte de gouvernance et de travailler sur ce qu'on appelle la démocratie inclusive. J'insiste bien, il y a une défiance entre citoyens et le politique, elle est compréhensible, mais elle est excessive. Et en démocratie, si on n'arrive pas à trouver un point de jonction et d'harmonie entre l'expression, la volonté des citoyens et la faculté politique, ça se termine mal. Donc cette défiance, il va falloir essayer en tout cas, notamment en associant les citoyens à l'élaboration du modèle de demain, en s'en inspirant, mais en les associant aussi, je le dis souvent, parce qu'il ne faut pas être démago, à la complexité. Voilà. C'est important que les citoyens comprennent que les choses ne sont jamais noires ou blancs. L'écologie, c'est justement l'école de la complexité. Voilà. Surtout dans un temps où il faut combiner les impératifs du futur et ceux de l'immédiateté. La fameuse expression que tout le monde a repris, combiner la fin du mois avec les préoccupations de la fin du mois. Ce n'est pas ça. Donc, il y aura un premier exercice, c'est qu'il faut, et j'en parlais ce matin avec quelques responsables de l'exécutif, trouver des modalités pour un rendez-vous assez rapide, justement, pour que les parties prenantes, on se mette d'accord sur cet horizon et sur ses priorités. Après, il va falloir continuer à faire tourner un peu la planche à billets, pour ne parler que de l'Europe, mais encore une fois, sur un modèle qu'on aura bien défini. Parce que si c'est pour un plan de relance à l'identique, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça va fonctionner un temps et puis les conséquences seront de plus en plus violentes jusqu'au moment où on ne pourra plus les maîtriser.
Donc, c'est pour ça que qu'on appelle le plan de relance, le mot de relance, quelque part, est ambigu parce qu'il donne le sentiment qu'il est sur le même modèle. Donc, il y a des choses sur lesquelles il va falloir mettre des moyens, les énergies renouvelables, bien entendu, l'efficacité énergétique, parce que j'ai vu dans les questions tout à l'heure que quelqu'un demandait est-ce que les énergies renouvelables, ça suffira? Ça suffira, oui, si dans le même temps, et on sait le faire, et il y a des technologies et des acteurs économiques à foison là-dessus, on fait en sorte de réduire drastiquement notre consommation, comme on s'y était engagé d'ailleurs au niveau européen, mais comme on n'est pas du tout en train de le faire. Mais c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que quand on donne des moyens aux acteurs privés, aux acteurs économiques, à service égal ou à confort égal de réduire leur consommation, ou les protéger sur les aléas des prix de l'énergie durablement. Il faut que l'Europe, très, très rapidement, se structure, se mette en ordre de marche sur une alliance sur les batteries, une alliance sur l'économie et l'énergie hydrogène. Il faut qu'on y aille massivement. Il faut que très rapidement on investisse sur la conversion du modèle agricole parce que c'est un modèle évidemment qui a ses vertus puisqu'il nourrit l'humanité et notamment l'Europe, mais c'est un modèle qui a énormément de conséquences sanitaires, environnementales. J'observe pour de petites histoires que nous, ici en Ille-et-Vilaine, au moment où il n'y a quasiment plus de circulation, on a un taux de pollution quasiment à l'identique, mais au lieu de venir de la circulation, ça vient des épandages et des pratiques agricoles. Donc, on doit, encore une fois, s'atteler à essayer de rendre rationnelles toutes les activités économiques. Donc, oui, il faut de l'investissement massif. Et il ne faut pas hésiter à creuser la dette. Moi, j'en suis convaincu. Encore une fois, à partir du moment où, au contraire de 2008, l'argent ne va pas dans l'économie spéculative, mais va bien dans le modèle économique de demain pour créer des emplois, pour créer de la ressource, pour créer l'économie. Et à un moment, cette économie, elle va évidemment de nouveau ruisseler. Et puis, il faut donner au territoire les moyens de participer à la transition écologique et solidaire, parce qu'il faut absolument utiliser ce niveau d'activité. Après, il faut très rapidement que l'Europe et la France mettent fin à ce que j'appelle passe de ce que j'appelle du libre-échange au juste-échange, c'est-à-dire qu'on cesse de signer des traités qui nous mettent en difficulté et qui sont absolument incohérents avec les données du moment. Je m'explique, j'ai déjà expliqué, quand on demande à nos agriculteurs de s'affranchir d'un certain nombre de pratiques, et notamment de molécules, à commencer par le glyphosate, pour ne parler que de celle-là, mais que par un traité comme celui qu'on a signé avec le Canada, on donne la possibilité à des produits qui ne se sont pas affranchis de ces molécules-là d'arriver dans nos frontières, comprenez que nos agriculteurs ne comprennent pas. Mais dans un autre sens, pour donner un exemple de ce que j'appelle le libre-échange, quand on interdit, nous, une molécule comme l'atrazine qu'on utilise comme insecticide dans l'agriculture, parce qu'elle est dangereuse pour la santé, mais qu'on autorise son exportation et sa commercialisation à l'étranger, je donne ces deux exemples-là, mais voilà ce à quoi il faut mettre fin. Alors, contrairement à ce que certains ont cru comprendre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut un protectionnisme qui nous empêche d'échanger. Au contraire, mais on peut échanger nos vertus et pas nos malheurs. Voilà, et pas ce qui est toxique. Donc là aussi, c'est ça que j'appelle le juste échange et pas le libre-échange. Et puis, encore une fois, il faut aussi très rapidement, dans l'argent, y compris aux acteurs économiques, pour éviter qu'ils déposent la clé sur la porte, avoir des contreparties. Voilà. Ça doit être un contrat. C'est un contrat avec la nation. On peut aider une compagnie comme Air France, bien entendu. On peut aider une compagnie comme Total, si tant est qu'on en ait besoin, j'en suis pas convaincu. Mais il faut que chacun prenne sa part dans la mutation. Ça, pour moi, c'est sur les urgences évidemment vitales. Et alors, je pense à tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui ont des positions différentes. Il y a des tas de métiers qui sont représentés. Il y a des personnes qui sont en possibilité d'agir parce qu'elles ont soit des entreprises dont elles ont la charge, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont de simples citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un simple citoyen, qu'on est peut-être très préoccupé par l'avenir parce que pour certains, il y a le risque de la précarité, beaucoup de professions libérales. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes? Comment peuvent-elles aussi agir pour que ce monde puisse changer? Bon, d'abord, il ne faut surtout pas faire émerger la moindre culpabilité. J'ai toujours dit, ce n'est pas une formule, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et en fonction, encore une fois, de ses facultés du moment. Et j'en veux à personne
quand on est effectivement dans une forme de précarité, quand on est dans un quartier populaire et qu'on est privé de la cantine scolaire à midi pour nourrir son enfant et que du coup on se retrouve, comme j'ai vu des cas, en angoisse de pouvoir nourrir correctement sa famille, et sans tomber dans ces cas peut-être extrêmes, quand on a simplement peur de perdre l'emploi que l'on a ou peur de ne pas le retrouver, nos préoccupations qui sont légitimes et qui sont essentielles, je peux comprendre qu'elles puissent venir dans un deuxième temps. Pour autant, ça ne doit pas exonérer d'essayer de mettre un peu de conscience dans son quotidien. Voilà. Parce que chacun a, encore une fois, sa part à jouer. D'une goutte d'eau, on peut déduire l'océan. On peut, dans ces gestes de consommation, on a toujours du choix. J'observe quand même, pardon de cet exemple-là, mais dans le monde, on meurt plus de la malbouffe et de l'obésité que de la malnutrition. Voilà. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Quelque part, tous autant que nous sommes, on ne s'en rend pas compte, mais on a participé, alors à des échelles différentes en fonction de ses revenus, mais à ce que j'appelle cette civilisation du gâchis. On peut réduire beaucoup d'impact. On peut faire des meilleurs choix. On a des automatismes parce qu'on a été conditionné par une société de consommation, on peut essayer de les briser. Voilà. Alors après, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de transport en commun. Et puis on leur a fait acheter un véhicule diesel parce qu'on avait mis un avantage fiscal. Ben, eux, si l'État ne vient pas en aide vers eux, c'était une des raisons pour laquelle j'ai démissionné du gouvernement. Si on met un prix au carbone, on constitue une cagnotte, et cette cagnotte, on la flèche prioritairement aux gens qui n'ont pas le choix. Voilà. Ou pour accompagner, dans des conversions professionnelles, la mutation. Et c'est là où il faut créer ce cercle vertueux. Si on pénalise des gens en leur mettant une taxe et que cet argent sert juste à combler le déficit de l'État, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Mais chacun aussi doit aussi se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Je sais que c'est facile à dire, mais demander tout aux politiques, pas possible, mais aussi quand le politique proposera évidemment des révisions, quand il mettra… Je veux m'expliquer. Là, quand l'État, du jour au lendemain, nous a dit « vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous », est-ce que quelqu'un y a trouvé quelque chose à redire? Alors, il y aura toujours quelques esprits chagrins qui diront que ça aurait été mieux si on n'avait pas été confinés. Mais enfin, globalement, on s'est tous pliés, et y compris les plus modestes et les plus vulnérables, à cette consigne. Eh bien, pourrons-nous faire preuve du même civisme quand demain, pour des raisons, pour ne pas sacrifier l'avenir, on nous dira eh bien, ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible, je vais dire n'importe quoi, mais de manger des avocats et des mangues en hiver. Que c'est plus possible de prendre un avion ou peut-être même sa voiture pour des déplacements courts. Je ne sais pas, mais il va falloir qu'ensemble, on fasse le tri dans ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et est-ce qu'on sera suffisamment, comment dire, indulgent ou intelligent, bon, ce n'est pas le mot que je cherche, ouvert d'esprit pour accepter qu'il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Merci beaucoup. Effectivement, renoncer et peut-être passer sur une sobriété heureuse, sur quelque chose où on réduit sa consommation, où on consomme moins, on se pose des questions. Alors, je me tourne vers toi, Yann. Je sais que, en fait, beaucoup pensent que les Cafés Joyeux, c'est une association. En fait, ce n'est pas du tout une association, c'est une entreprise. Et tu as développé cette question de l'actionnariat désintéressé. Alors, tu as peut-être des choses à nous dire déjà sur les différentes formes qui sont aussi disponibles en tant que structure d'entreprise pour arriver à plus de partage, parce que derrière aussi toutes les questions de Nicolas, c'est aussi la question comment est-ce qu'on partage davantage nos richesses. Et puis aussi, comment est-ce que tu penses que on peut favoriser une meilleure prise en compte de cette fragilité, vulnérabilité et inclusion? Et qu'est-ce que du coup finalement chaque citoyen peut faire pour être aussi lui-même plus inclusif, à part aller bien sûr au Café Joyeux qui vont, j'espère, ouvrir partout en France? Oui, je voyais une question là des auditeurs sur le changement de système. Je ne pense pas qu'il faille rejeter le système. Le système, il est là. Et le système capitalisme
tel qu'on le voit, en tout cas le système économique, il a le mérite aussi, je trouve, d'avoir des règles de bon fonctionnement, avec des excès, malheureusement, on le sait. Un des excès les pires, c'est je pense, le regard qu'on a sur l'argent. Mais bon, c'est… voilà, je pense que toute entreprise doit avoir une mission. On a beaucoup parlé des entreprises à mission ou la raison d'être d'une entreprise. Après, nous, ce qu'on propose au Café Joyeux, je pense que c'est quelque chose de très novateur. On est assez fiers de cette structuration juridique. C'est que oui, les Cafés Joyeux sont des entreprises ordinaires et on veut que ce soit les entreprises ordinaires parce que justement, on veut montrer que nos équipiers joyeux, avec leur handicap et au-delà de leur handicap, avec leur fragilité et au-delà de leur fragilité, sont capables de travailler en milieu ordinaire, dans une entreprise ordinaire, de créer de la valeur. Parce que l'économie doit continuer de créer la valeur. Pas forcément pour la croissance à tout prix, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de créer de la valeur pour la partager. On en a parlé à l'instant et tu le disais, Fabien, effectivement, comment partager. Ce qu'on a trouvé comme montage juridique, je pense, très, très innovant, et pour être certain, effectivement, qu'il y a un partage garanti de ça, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire individuel, il n'y a pas d'actionnaire institutionnel à cette entreprise ordinaire. L'actionnaire unique, c'est un OSBL, c'est-à-dire un organisme sans but lucratif. C'est une sorte d'ONG, c'est un fonds de dotation dont la seule raison d'être, la seule raison sociale, c'est l'inclusion. C'est donc la garantie qu'on ne va pas aller chercher à tordre l'objet de l'entreprise Café Joyeux pour créer plus de profits, plus de dividendes et plus. Évidemment qu'on cherche à développer les Cafés Joyeux. Évidemment que j'ai une approche entrepreneuriale avec l'idée de développer ce projet parce que, vous savez, en France, il y a 750 000 personnes avec handicap mental. La plupart ne travaillent pas. Certains travaillent dans des établissements protégés, des ESAT, des foyers occupationnels, et seulement 0,5% travaillent en milieu ordinaire. Elle est là notre mission. Et donc, on veut se développer. Donc, on a quelque part, dans notre mission, on a une volonté de développement et de croissance. Mais cette croissance avec un objectif qui n'est pas l'objectif de la rentabilité. Le pape disait, je suis toujours touché par cette phrase, il a dit ça à peine élu pape, c'était en 2013, devant les responsables du FMI et tous les grands banquiers au Luxembourg et en Suisse, je crois que c'était à Luxembourg, il a dit « Attention à la dictature de l'argent, à la tyrannie d'une économie sans visage. » Tout à l'heure, Fabienne, tu me posais la question, ou c'est Michel qui me demandait qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Et je ne dis pas que je suis un modèle, surtout pas, hein, mais ce que je dis, c'est que ayant un regard sur l'argent qui n'est pas de se servir, qui n'est pas de dire cet argent doit remonter à l'actionnaire en tant que dividende avec des recherches de TRI hallucinants parfois, qui sont complètement déconnants, quoi. On ne peut plus vivre avec l'idée d'avoir des private equity ou des fonds qui veulent du TRI à 15%. Ce n'est pas possible. Parce que là, c'est le collaborateur, ce sont les équipes qui en font les frais. Et le pape disait une économie sans visage. Et je pense que l'argent est un excellent outil, mais c'est un outil qui doit être au service des équipes et au service de l'économie. Et ne changeons pas l'économie pour autant. Oui, pardon, Nicolas, je ne veux pas… Non, excuse-moi. Non, mais c'est parce que je bois du petit lait. Mais ce qui est amusant, c'est que parfois on s'aperçoit que la modernité, c'est de revenir aussi à des valeurs anciennes. L'économie, d'abord au sens étymologique du terme, ça n'est pas épuisé, c'est bien d'économiser. Donc il va falloir se reconnecter avec cette notion première de l'économie. Et puis, je vous invite, si vous en avez la possibilité dans les quelques jours qui restent de confinement, à lire un livre. Alors, je sais, le problème, c'est qu'il faut se le procurer, qui est comment ça s'appelle bref, ça va me revenir. C'est un livre qui a été écrit qui fait référence, voilà, le principe de Philadelphie. Excusez-moi, je cherchais le nom. À Philadelphie, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail a été érigée. Et quand on a créé l'Organisation internationale du travail, on a défini le rôle de l'entreprise, on a défini le sens de l'économie. Tout était dit à cette époque. L'entreprise, comme l'économie, elle est bien au service de l'épanouissement humain.
Et c'est simplement chemin faisant qu'on a, c'est pas le principe de Philadelphie, c'est l'esprit de Philadelphie, voilà, pardon. Mais c'est chemin faisant qu'on a dévoyé tout cela. Et il va falloir revenir à cela. Et là où les chefs d'entreprise ont un rôle à jouer, c'est qu'ils peuvent inspirer des initiatives comme celle de Café Joyeux. Moi, je crois que l'économie sociale et solidaire, comme l'économie circulaire, à terme, vont devenir la norme, doivent devenir la norme. Et d'ailleurs, une entreprise, quand j'étais ministre, j'avais en charge, je reconnais que ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais ce n'est pas là où j'ai été le plus visible, l'économie sociale et solidaire. Et un jour, j'avais fait faire un sondage. Dans l'économie sociale et solidaire, 80 voire plus des employés vont au travail avec le sourire, pour reprendre le logo de Café Joyeux. Dans l'économie conventionnelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour 80% des gens qui travaillent dans l'économie conventionnelle, aller au travail est une plaie. Donc, voilà. On ne peut pas s'accommoder de ça. On ne peut pas s'accommoder que le 21e siècle, conforte l'idée qu'on ampute sa vie, qui est déjà très courte, d'une grande partie, c'est-à-dire qu'on ne commence à s'épanouir que quand on arrête de travailler. Voilà. Donc, et la meilleure manière de pouvoir que les gens s'épanouissent, c'est effectivement d'abord de leur donner du sens. On revient à cette notion du sens, des responsabilités, de les associer, de les faire grandir. Et donc, ça devrait être un des grâles du 21e siècle. Mais c'est évidemment la responsabilité des politiques, mais la responsabilité de tous les acteurs économiques. Et quand, effectivement, on voit des entreprises, parce que tout d'un coup, les dividendes des actionnaires vont baisser de 5%, qui ne vont pas hésiter à taper dans les ressources humaines pour refaire monter leurs dividendes, ça, c'est le capitalisme sauvage. Alors, je suis pas, contrairement peut-être à ce que croit mon camarade Bucaille, un anticapitaliste, mais je suis contre le capitalisme sauvage. Voilà. Et parce que derrière ce mot-là, on peut mettre plein de choses, mais il faut des règles. Et le capitalisme qui s'est organisé en toute intelligence pour ne pas participer à la solidarité des États, je le condamne, parce que c'est ce qui fait que les États sont condamnés à l'austérité. Donc, partout, vous voyez, comme disait Paracels, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose est poison. Voilà. Merci Nicolas. Je vais juste redonner la parole à Yann, mais puisqu'on est un peu sur l'instant littéraire, la semaine dernière, on recevait Pierre-Yves Gomez qui a écrit un excellent livre sur l'esprit malin du capitalisme. Donc lui, il nous a parlé du côté spéculatif du capitalisme. Donc un livre aussi intéressant à lire pour tous ceux qui nous écoutent. Mais Yann, peut-être est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou rebondir sur ce que vient de dire Nicolas ? Je pense qu'on est aligné. En fait, le capitalisme, c'est un grand mot. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'économie dans le sens noble du terme. Effectivement, quand on reprend l'étymologie, c'est le soin qu'on porte à la maison commune. Et en fait, l'entrepreneur, dans un système qu'on peut appeler capitalisme, mais quelque part dans un système existant économique, avec ses règles, a pour objectif d'être au service du bien commun. Voilà, c'est ça le but. Et je pense que chaque entrepreneur peut avoir sa part, effectivement, en ayant un regard le plus généreux possible, ce qui n'est pas toujours facile. Mais ce qu'on voit, pour revenir au contexte, qu'on voit dans cette crise du Covid, on voit une générosité incroyable qui se fédère autour je pense bien sûr aux médecins, mais pas que, qui se fédère autour des personnes vulnérables ou des personnes fragiles, des personnes touchées par le virus. Et moi, ça me donne plein d'espoir. Je me dis, ça va donner envie. Voilà, donc nous, on cherche, chacun cherche à… Vous savez, les équipiers joyeux qu'on recrute, leur seule motivation, c'est de montrer qu'ils sont utiles. C'est de montrer qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. C'est de montrer que ce ne sont pas uniquement des personnes à qui on va donner une activité occupationnelle, mais ce sont des personnes à qui on va donner un travail fonctionnel, un travail utile, un travail qui va créer de la valeur. Cette valeur, ensuite, moi, je propose de la partager dans un modèle hybride qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire, avec ce principe de l'actionnariat désintéressé sous forme de ONG, mais il peut se faire dans toute entreprise et
et ce qui est vraiment intéressant, c'est je pense, c'est de se dire que aujourd'hui, avec cette prise de conscience, on a un boulevard. Nous, on le fait avec une entreprise qui vend du café. Le café, c'est un produit de première nécessité. Au départ, c'est le prétexte pour créer la rencontre, le café. On aurait pu prendre d'autres produits. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que le matin, vous buvez une petite tasse de café joyeux et vous savez que ce produit, qui est dans le cadre d'une ordinaire, avec des équipiers joyeux ordinaires qui créent de la valeur dans cette entreprise, eh bien ce café, l'intégralité des bénéfices, permet de remonter à un actionnaire désintéressé et donc d'être assuré, d'être réinjecté dans la mission. Voilà, et pour la cause de l'inclusion. Ça pourrait être pour autre chose, et je pense que voilà, c'est pour ça que c'est un modèle intéressant. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron est venu pour l'inauguration, il avait un peu, je pense, étudié le dossier, d'ailleurs beaucoup grâce à l'aide de Nicolas, que je tiens à remercier, parce que Nicolas a énormément contribué effectivement à la promotion des cafés joyeux au sein du gouvernement à l'époque où il était ministre. Et quand le président de la République a fait une petite allocution devant tous les équipiers joyeux sur l'avenue des Champs-Élysées, il nous a dit « Vous êtes un modèle de l'entrepreneuriat du 21e siècle. » Ce mélange de l'entreprise et du solidaire. Et alors peut-être qu'effectivement ça existe depuis la nuit des temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont détenues par une ONG ou par un OSBL, enfin, j'en connais peu. Et je pense que c'est un modèle qui pourrait s'aimer. Et je pense aussi, c'est pas simple, parce qu'il y a pas mal de complications juridiques, mais je pense que c'est une solution, c'est pas du tout, de dire, avec le système existant, eh bien, trouvons une orientation qui soit vertueuse. Merci beaucoup Yann. Beaucoup d'espérance dans vos propos, Nicolas et Yann. Ce que nous allons faire peut-être maintenant, Michel, c'est laisser la place aux questions de ceux qui nous écoutent. Alors, beaucoup de réactions des participants, en effet. Alors, beaucoup d'appréciations, de commentaires positifs sur toutes les idées qui ont été évoquées. Et de plus en plus, on sent monter un besoin et maintenant concrètement, plus pratiquement, comment on va s'organiser, quelle mise en œuvre pour que ça change et par quoi commencer. Je vais être très court là-dessus. Le gouvernement, il n'a pas attendu. Le gouvernement, l'Europe, je pense, par rapport à l'urgence sanitaire, a pris les mesures qu'il avait à prendre. Après, on peut les commenter. Je pense que c'était difficile compte tenu qu'on avait une communauté scientifique qui ne délivrait pas des diagnostics et des éclairages toujours cohérent, donc je pense que le politique a dû s'adapter au fil du temps, mais ça montre bien que même la science peut être prise de court hein, dans des scénarios comme ça, et elle aussi, elle s'est pris une sacrée leçon d'humilité. Après, sur les conséquences économiques et sociales, je pense que le gouvernement et les différents responsables politiques ici et ailleurs ne sont pas restés inactifs. Eux aussi sont pris de court parce que c'est un scénario catastrophe que même un film de fiction n'aurait pas envisagé. Bon. Après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on organise la résilience. Voilà. Et comment on organise une résilience sans aggraver la situation immédiatement, sans la dégrader, même si à terme on veut évidemment l'améliorer. Donc là, je m'aperçois qu'il n'y a pas une réponse pour l'instant précise. Et c'est pour avoir discuté avec Matignon et avec l'Élysée, pour l'instant, c'est la difficulté. Quelle modalité de discussion, quelle forme de dialogue on met sans exclure personne, mais sans que ça soit non plus un forum infini et des discussions éternelles. Voilà. Donc, le format est à l'étude et la finalité est à l'étude. Est-ce que ça doit se terminer par un référendum, par exemple? Je vois que Nicolas est coupé. Vous l'avez coupé aussi? Mais, non, c'est moi qui… Quand mon téléphone sonne, curieusement, ça coupe l'écran. Pourtant, je l'avais mis en veille. Pardon. D'accord. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que ça doit se terminer pour la France par un référendum? Je ne sais pas. Mais qu'il y ait un vrai débat.
le problème des référendums chez nous, c'est qu'on ne répond pas aux questions qui sont posées, mais on répond à l'affinité qu'on a avec les personnes qui sont à la tête exécutive. Et ça, c'était hier. Peut-être qu'on peut faire quelque chose de plus intelligent. Voilà. Donc, je pense que cette consultation, cette addition d'intelligence, en excluant personne, et évidemment pas le secteur économique, etc., il faut l'organiser très rapidement pour repartir, je dirais, en fin d'année, et peut-être même un peu avant, sur un horizon bien défini. En attendant, l'État doit aider les citoyens, ce qu'elle commence à faire, les étudiants qui sont paumés, les secteurs les plus… voilà. Et je crois qu'elle est assez quand même généreuse dans sa distribution, mais ça ne pourra évidemment pas durer. Ça, c'est le provisoire. Mais ce provisoire, c'est celui que les Français attendent pour l'instant parce qu'eux, voilà, ils ont ces confrontations. Donc, c'est surtout quelle méthode on met en œuvre pour décider les priorités de demain, voilà, au niveau européen et au niveau français. Donc, voilà. Merci, Nicolas. Et vous, Yann, à titre plus personnel, au moment du déconfinement, qu'est-ce que vous avez envie personnellement de mettre en œuvre à votre niveau pour encourager cette prise de conscience? Juste, Michel, je vais rebondir sur ce que disait Nicolas. Et je vais répondre à cette question, mais très, très brièvement. Quand je vois à mon petit niveau les difficultés que j'ai à prendre des décisions aujourd'hui en tant que chef d'entreprise sur les collaborateurs, sur les équipes, sur quel timing, quel calendrier, quelle décision, est-ce qu'on réouvre, toutes ces questions-là, comme je vois à quel point c'est compliqué à mon niveau, j'admire, je tiens à le dire, j'admire le gouvernement. Il y a plein de possibilités, effectivement, Nicolas en apporte, mais j'aimerais pas être à la place d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Je peux vous le dire, là, il va faire des annonces cet après-midi. Je le trouve très courageux. Je trouve que les décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant on peut critiquer. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent hésitation, il y a du oui puis du non, et on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est dans la situation d'urgence où je pense que la gestion au quotidien et donc, les décisions sont d'essayer de vivre le temps présent le mieux possible, d'essayer de réduire les souffrances de chacun, parce qu'il y en a. Il y a malgré tout une injustice dans cette crise, même si le virus touche tout le monde sans limitation enfin, voilà, ça ne s'arrête pas aux frontières, c'est pour tout le monde, mais en même temps, il y a quand même des privilégiés et d'autres moins. Et donc, comment faire à mon niveau et votre question, Michel, c'était qu'est-ce que j'ai envie de changer me concernant? Par quoi vous voulez commencer? Oui, c'est ça concrètement. Voilà, c'est le travail de toute une vie. J'essaye à chaque fois de devenir un peu meilleur pour que ça puisse être au service des autres, parce que quelque part, cette grande leçon d'humilité fait que je ne vais pas personnellement changer les choses, mais si j'arrive moi-même à travailler sur, je parlais tout à l'heure de cette liberté intérieure, de cette vie intérieure qui fait que peut-être cette prise de conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de surnaturel, bien plus important à mon sens encore que tout ce qu'on voit. Eh bien, si je pense on arrive à garder confiance, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est la peur. Les gens ont peur. En fait, ce virus, c'est la peur. Vous vous rendez compte, nous, les cafés joyeux, notre modèle, tout est sur la rencontre. Tout est sur le contact, la rencontre, la relation humaine. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans une boutique, enfin, je suppose les gens vont même avoir peur de toucher quelque chose. C'est même pas toucher quelqu'un, on a peur. Et en fait, j'ai envie, si vous voulez, d'être un artisan de paix et de donner confiance. J'aimerais, en tout cas, de redonner confiance, parce que la solution va passer par la confiance. Gardons confiance, il faut garder cette foi, cette espérance, parce que si on a peur, la peur est le plus grand ennemi de l'homme. Je voyais une émission l'autre jour sur l'histoire, Staline. Désolé pour prendre cet exemple-là, mais je trouve qu'il est très évocateur. Staline
a eu tellement peur, après avoir envoyé des dizaines de millions de personnes au goulag parce qu'il avait peur de la répression, la peur. Il a même été jusqu'à tuer son médecin personnel alors qu'il était gravement malade parce qu'il avait peur d'être empoisonné. À force d'avoir peur de l'autre, eh bien, on va tous, de toute façon, on va tous mourir. Mais après, il y a sur la mort, peut-être qu'il faut avoir, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça, mais je pense que j'aimerais pouvoir redonner confiance et redonner de la joie. Et la joie, elle se trouve à tout niveau. Et en ce qui me concerne, c'est d'essayer de la retrouver personnellement, en famille et avec mes équipiers joyeux qui, eux, ont envie ils ont envie de montrer qu'ayant leur place, ayant la possibilité de contribuer à l'activité économique, eh bien, ils sont très heureux et ça se transmet. Merci Yann, donc acteur de confiance, acteur de paix. Et Nicolas, oui, non, on ne va pas philosopher pendant des heures sur la peur, mais c'est intéressant parce que la peur, elle peut, comment dire, elle peut déboucher sur le meilleur et sur le pire, mais elle ne nous a pas été donnée par hasard, la peur. C'est un instrument, heureusement que la peur est là. Elle nous met en relief des dangers, elle est là pour nous inciter à réagir. Je dis ça parce que, quand même, Yann reconnaît, si on prend un simple exemple du Covid-19, on l'a vu émerger en Chine, dans une province, on a regardé ça de loin, puis après on l'a vu s'étendre en Chine, on a regardé ça d'un peu moins loin, mais bon, c'était loin de nous, loin du cœur. Puis il a commencé à sauter les frontières, il est arrivé en Italie, là ça a dégénéré très rapidement, on a regardé ça en plaignant les Italiens, et puis il y a eu 2-3 cas chez nous, j'ai dit tiens, on va le contenir, et il a fallu attendre que vraiment la peur soit là, c'est-à-dire qu'on ait le danger palpable au bout du nez, vraiment palpable, reconnaissons-le, pour réagir à la mesure de la situation. Et donc, c'est là qu'on a un exercice délicat. Moi, souvent, on m'a dit, mais vous êtes trop catastrophiste et la peur n'est pas mobilisatrice. Ça dépend si elle n'est pas assortie d'une voie de secours. Si dans un paquebot qui coule, vous ne montrez pas la direction des canaux de sauvetage, c'est sûr que c'est un peu terrible. Mais il y a toute une réflexion sur l'intelligence de la peur. Mais la peur peut conduire aussi à la sagesse. Voilà. Et donc, je suis peu mesuré. Elle peut être dangereuse parce qu'on peut l'exploiter dans le mauvais sens. Et c'est bien pour ça qu'il faut ne pas l'exploiter dans le mauvais sens. Il faut l'utiliser pour réagir. Et voilà. Enfin bon, c'est une longue discussion. Mais je dis simplement, l'exemple qu'on vient de vivre montre qu'on a réagi sous la peur. La peur du danger palpable. Alors que pour le climat, dont les conséquences sont d'un autre ordre, on n'a pas peur parce qu'on pense les conséquences éloignées dans le temps et dans l'espace. Merci Nicolas. Fabienne, une interaction avec les participants? Alors, oui, ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de nous dire avec quoi est-ce que vous repartez. Donc, on va passer à une proposition. Finalement, après avoir écouté Nicolas, Yann, merci beaucoup, c'était très inspirant. Est-ce que vous pouvez nous partager avec quoi vous repartez après cette conversation? Oui, alors je vous invite à retourner sur Internet avec votre ordinateur ou votre smartphone. C'est sur le même site que tout à l'heure, menti.com, menti.com, avec un nouveau code cette fois-ci qui est affiché à l'écran, le 250938. Je vois que les habitudes sont bien prises, Fabienne. Les réponses arrivent déjà. Ah, c'est magnifique. Alors, confiance, de l'envie, de la joie. Nicolas Président, bon. Kish Lorraine, nouveauté, nouveau regard, agir, changement, espérance. On voit que la confiance est là et c'est vrai qu'on ne peut bâtir que dans un climat où on vit la confiance. De l'espérance, de l'énergie, de la joie. La joie est contagieuse, hein, Yann. La méthode, la motivation.
de l'envie, oui, toujours. Le sens, on en a parlé, le sens c'est essentiel quand les collaborateurs joyeux disent j'ai été utile, c'est vraiment une des racines du sens en entreprise, c'est se sentir utile et on peut tous à notre place être utile. Même si c'est la galère pour boucler la fin du mois, on peut être utile à d'autres. L'humilité, des très beaux mots. L'appreciative inquiry, c'est une technique effectivement pour accompagner les entreprises dans une transformation positive et pourquoi pas demain accompagner les gouvernements aussi dans des transformations positives essentielles. Mais écoutez, merci beaucoup. On voit que le mot qui ressort et peut-être le mot de la fin, c'est le mot de la confiance. Alors, je voudrais dire juste une petite chose. On avait prévu avec Nicolas de partir à la Grave avec des dirigeants et des managers pour justement réfléchir au sens de leur engagement, au sens de ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, de leur organisation. Et malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas de le faire. Mais on vous propose de prendre rendez-vous, alors peut-être pas en octobre-novembre parce que ce ne sera peut-être pas encore fini, mais au printemps prochain, nous retrouver à la Grave pour tous ceux qui voudront et essayer aussi de construire dans les entreprises, réfléchir au sens et réfléchir à l'engagement. Michel, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors en quelques mots, ce qu'on a pu retenir, c'est ensemble une crise systémique, une crise faite suite aux excès, aux limites, mais également une crise qui nous permet d'être davantage en contact avec notre fragilité, notre vulnérabilité, avec la lenteur, et qui en effet, comme ça vient d'être dit, remet la question du sens au cœur de tout, la vie comme un tout, la vie miraculeuse, et puis cette notion de faire ensemble, de renoncer pour inclure, pour partager, et ce mot de la confiance sans doute dans les autres qui vient. Et puis, je reviens à ce tout début, là, ce que disait Nicolas sur la planète joyeuse, pour une planète joyeuse, avec, comme tu nous le disais, Yann, des citoyens utiles. Donc, un très, très grand merci, un immense merci à nos intervenants, à vous tous participants. Donc, cette rencontre était gratuite, ce webinaire était gratuit. On vous propose, si vous le souhaitez, de faire un don à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme ou au Café Joyeux, voilà, en vous connectant sur le site de Turning Point. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous tous. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent jeudi prochain 14 mai à 11 h pour notre 3e forum du monde d'après, cette fois-ci avec le général Pierre de Villiers, avec Manuel Malo, chercheur à l'EDEC, et avec Olivier Pello de Turning Point. Et nous échangerons, nous converserons ensemble sur le thème des leaders. De quel leader notre monde a-t-il besoin aujourd'hui? Bonne journée, à bientôt et merci. Merci beaucoup Nicolas, merci Yann. Merci bien, bravo. Merci. On est bien une tasse de joie. Ah oui. Merci Yann. Alors, vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le site internet turningpoint-leadership.com et vous pouvez suivre aussi notre actualité sur LinkedIn. Voilà, merci à tous et au revoir.